Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Merci d'avoir choisi la compagnie PSI Airlines. Nous avons un peu de retard, nous attendons simplement le feu vert de la tour de contrôle pour atterrir. Pendant que nous nous tournons les pouces, je vous propose de vous présenter les deux types de pression dans la cabine. Bon, vous êtes tous encore en train de regarder vos smartphones, n'est-ce pas? Alors, essayons plutôt comme ça. Et si vous ne pouviez plus respirer pendant le vol? Voilà, j'ai attiré votre attention. Et oui, la seule raison pour laquelle vous pouvez respirer dans un avion en vol est que nous, l'équipage, le gardons pressurisé. Mais que signifie exactement pressuriser la cabine? Quand vous êtes en plein vol, dans un avion à réaction, vous êtes à environ 10 000 mètres dans les airs. À une altitude supérieure à celle du mont Everest, l'air est très difficile à respirer. Pourquoi? Parce qu'il est moins dense, ce qui signifie que les molécules sont plus éloignées les unes des autres. Et cela inclut les molécules de gaz comme l'oxygène, c'est-à-dire celles que nous respirons. Imaginez que vos poumons sont comme des ballons. Au niveau de la mer, où l'air est agréable et dense, vous pouvez prendre une grande inspiration et remplir ces ballons à fond. Mais à haute altitude, ces ballons ne se rempliraient pas du tout, même si vous preniez la plus grande inspiration possible. Mais alors, pourquoi les avions ne volent-ils pas simplement plus bas? À vrai dire, les petits avions et les hélicoptères ne volent pas aussi haut, et ils n'ont pas besoin d'être pressurisés. Mais ils ne volent pas non plus aussi vite, ni sur de si longues distances. Ces gros avions de ligne, qui traversent l'océan et vous font gagner du temps lors des voyages, ont besoin de voler haut. Beaucoup plus haut que le seuil de 3000 mètres, au-delà desquels la pressurisation de la cabine devient nécessaire. De cette façon, ils consomment moins de carburant puisque la résistance de l'air est moindre, sans compter qu'il n'y a pas autant de turbulences et de mauvais temps là-haut, ce qui rend le vol plus sûr et plus confortable. Comment la cabine est-elle pressurisée? C'est un peu comme si on gonflait un pneu. De l'air est envoyé dans la cabine pendant le vol, mais pas celui qui entoure l'avion, comme on faisait à l'époque. L'air vient aujourd'hui des moteurs. Ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas les gaz d'échappement. C'est de l'air propre qui est siphonné d'une partie du moteur avant même qu'il ne touche les gaz d'échappement. Comme la cabine est étanche, la pression de l'air à l'intérieur augmente. C'est un équilibre délicat. On ne peut pas aspirer trop d'air, sinon on risque de faire éclater les vitres. Mais trop peu d'air signifierait que les passagers s'évanouiraient. Et encore une chose, on ne pompe pas l'air à la même pression que celle du niveau de la mer. Une telle différence entre l'intérieur et l'extérieur de l'avion pourrait faire éclater le fuselage. La pression dans la cabine à 10 000 mètres est la même que la pression extérieure à 2000 mètres. Comment cet air est-il respirable? Croyez-le ou non, cet air qui provient des moteurs est probablement plus propre que celui de vos maisons. Même s'il est déjà propre au départ, il passe par un système de filtration avant même de toucher vos poumons. Au début, il est aussi très chaud, si bien qu'il est refroidi. Oui, c'est ce même air qui vous fait frissonner pendant tout le vol. Enfin, la majeure partie de l'humidité est éliminée avant d'être envoyée dans la cabine, ce qui explique pourquoi l'air des avions est si sec. Après avoir été pompé dans la cabine, il sort par des vannes d'évacuation. Ce cycle de l'air se poursuit en continu, de sorte que les passagers et l'équipage ont de l'air frais renouvelé toutes les 2 à 3 minutes. Qui contrôle tout cela? Nous, les pilotes, bien sûr. Ok, nous nous faisons aider par un ordinateur qui peut ajuster automatiquement la pression de l'air dans la cabine. Mais nous avons des commandes sur notre tableau de bord si nous devons passer outre le système automatique ou contrôler manuellement la pression de la cabine en cas de défaillance. Que se passerait-il si la cabine n'était pas pressurisée? Comme nous l'avons déjà mentionné, la respiration serait très pénible. Vous essaieriez d'inspirer de l'air dans vos poumons, mais il n'y aurait pas assez d'oxygène. On associe souvent l'oxygène à nos seuls poumons, mais ce n'est qu'une partie de l'équation. De là, le sang transporte l'oxygène vers tous vos organes internes, vos muscles et vos cellules. Et surtout, votre cerveau en a besoin pour vous garder conscient. Si le corps ne reçoit pas assez d'oxygène, cela peut conduire à un état appelé hypoxie. Mais ce n'est pas comme si vous alliez vous évanouir immédiatement. Il y a des signes avant-coureurs. Quels sont les symptômes de l'hypoxie? Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une partie de plaisir. Vous vous sentirez nauséeux, étourdi, essoufflé, en sueur et désorienté. Un autre signe que vous pouvez identifier chez vous ou chez les autres passagers est le bâillement répété. Bien que nous vous recommandions de rechercher d'autres signaux d'alarme si vous voyez quelqu'un bâiller. Il se peut qu'il s'ennuie et qu'il soit fatigué.
Au fait, la cabine est maintenue fraîche en partie pour empêcher les gens de s'évanouir. Alors la prochaine fois que vous pestez contre la température de la cabine, essayez de comprendre que c'est dans votre intérêt. Et vous là-bas, je vous vois appuyer sur le bouton d'appel. On peut arrêter ça jusqu'à ce que j'ai fini mon baratin? Je vais m'assurer que vous ayez des cacahuètes supplémentaires et un Coca Light. Merci. Et si la pression de l'air devenait trop faible dans l'avion? Cela n'arriverait qu'en cas d'urgence, comme par exemple si la pression de l'air chutait si vite que l'ordinateur n'arrivait pas à la corriger, ou si l'ordinateur ne fonctionnait pas pour une raison quelconque. Mais c'est exactement pour ça qu'il y a des masques à oxygène. L'hôtesse de l'air vient d'en parler. Avez-vous fait attention? Si la cabine perd soudainement de la pression, les masques à oxygène tomberont automatiquement du plafond. C'est à ce moment-là que vous devrez mettre le masque sur votre visage, serrer la sangle et respirer normalement, comme l'expliquent les consignes de sécurité avant le vol. Comment fonctionne la pression de l'air pendant le décollage? Avant de faire décoller l'avion, les valves de sortie dont nous avons parlé plus tôt sont ouvertes. Une fois que tout le monde est monté à bord, on fixe une altitude de croisière à l'aide d'un contrôleur de pression. Lorsque l'avion prend de la hauteur, ces valves de sortie se ferment automatiquement et la cabine commence à se remplir d'air. Au fait, c'est pour cette raison que vos oreilles se bouchent à cause de la différence de pression. Mâcher un chewing-gum ou un bonbon, ça peut aider. C'est un peu comme enclencher le régulateur de vitesse dans une voiture. On ne sent pas qu'on va plus vite car l'accélération est lente et régulière. C'est la même chose dans un avion. Il faut environ 20 minutes pour atteindre 10 000 mètres, si bien que la pression de l'air augmente de façon progressive. Et pendant l'atterrissage? Tout ça se produit dans l'autre sens. Quand il est temps de commencer à descendre, nous, les pilotes, réglons l'altitude de croisière sur l'altitude de l'aéroport où nous allons atterrir. La pression de la cabine descend à un rythme régulier pour que personne ne souffre d'hypoxie. Lorsqu'on arrive à l'aéroport et que l'avion s'immobilise, les vannes de sortie s'ouvrent à nouveau et toute la pression de l'air est évacuée. C'est assez incroyable de savoir que les avions sont conçus pour s'occuper de tout ça automatiquement, n'est-ce pas? Mais on peut se poser la question suivante. Comment les premiers avions géraient-ils la pression? À l'époque, les pilotes et les passagers souffraient bien d'hypoxie. Ils avaient juste un peu de mal à trouver une solution. Les gens ont essayé des méthodes bizarres, comme porter un masque avec un tube respiratoire en caoutchouc qui partait d'une bouteille d'oxygène. Inutile de dire que ce n'était pas très confortable. Alors les recherches sur la pressurisation ont commencé. Les premiers systèmes de pressurisation sont apparus dès les années 30. Les hublots ont été réduits et renforcés et la cabine a été scellée comme un conteneur. Le système avait besoin d'être modifié, mais on a fini par y arriver. Quelle est la prochaine étape importante dans la technologie de l'aviation? Nous avons aujourd'hui des voitures et des trains électriques, et les avions le seront bientôt aussi. Cela présente des avantages majeurs, notamment celui de la vitesse hypersonique, ce qui signifie que vous arriverez sur votre lieu de vacances encore plus vite. Les scientifiques travaillent également sur les biocarburants, de sorte que les avions seront plus écologiques et émettront moins de gaz à effet de serre. Et devinez quoi? Les taxis volants sans conducteur ne sont plus un délire de science-fiction. Ah, mais ça veut dire que je vais être au chômage? Oh, j'allais oublier. Vous vous souvenez que j'ai dit qu'il y avait deux types de pression dans la cabine? Le deuxième type est la pression que les pilotes ressentent dans le cockpit pour vous faire sortir de la cabine afin de pouvoir embarquer d'autres passagers et voler dans l'autre sens. Sur ce, il est temps d'atterrir, c'est-à-dire rien de moins que poser un énorme cylindre métallique pressurisé qui se déplace à plus de 150 km/h aussi doucement qu'une plume. Encore merci d'avoir choisi la compagnie PSI Airlines. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne à cette vidéo un affirmatif et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et reste du côté sympa de la vie.